C'est le lancement aujourd'hui du collectif Humain au cœur du soin. On en dira un petit peu plus juste ensuite. Je voulais vraiment très rapidement lancer cette session qui va être surtout marquée par les échanges, par les interactions, puis par une co-construction de la suite. Voilà, donc l'humain au cœur du soin, c'est essayer d'élargir toutes les réflexions qu'on mène depuis longtemps, à partir des passes, mais finalement de façon beaucoup plus globale, sur l'ensemble du système hospitalier, le système de santé. Remettre l'humain au cœur du soin, c'est vraiment l'humain au cœur de la relation de soins, de la relation de travail, remettre de l'humain dans les relations avec l'institution et puis plus largement dans la société. Voilà, c'est vrai que c'est une vision un petit peu large qu'on a envie de mettre dans l'idée du soin. Voilà, un soin qui ne serait pas limité à la technique et puis un soin où chacun pourrait donner la pleine mesure de ses capacités. Et puis plus largement aussi, c'est insister pour l'importance de la diversité, de la variété, et puis d'insister sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose et essayer de construire quelque chose qui soit voilà, une nouvelle approche du soin, à nouveau voilà, à tous les échelons de la relation de soins, de la relation de travail et du lien avec l'institution et la collectivité. Voilà, c'est tout simple. Bonjour à tous. Pour peut-être lancer les échanges, alors on a réfléchi avec Claire, on va vous proposer des modalités de travail de ces réunions, des idées qu'on a eues, mais peut-être avant de vous présenter tout ça et pour lancer un petit peu les échanges, j'ai listé deux, trois choses. En particulier, parmi les choses qui sont à l'origine de nos réflexions, il y a deux évolutions maintenant bien ancrées dans la santé qui méritent qu'on s'y attarde et les conséquences qu'elles ont. Ces deux tendances, c'est au moins l'hyperspécialisation et la digitalisation de la santé. Alors, pour lancer les choses, je voudrais dire quelques mots sur ces deux trucs. Alors, première tendance qui est l'hyper-spécialisation, bon, c'est pas la peine de détailler, on voit bien, alors, c'est une hyper-spécialisation qui est multiforme, elle est scientifique, elle est organisationnelle. Sur la partie scientifique, ben, ça conduit à ce qu'on connaisse de plus en plus précisément des domaines de plus en plus étroits. Et on se rend compte que ce qu'on a gagné en connaissance sur ces domaines, on l'a perdu dans la connaissance des interactions et des interfaces qu'il y a entre tous ces domaines éparpillés. Et ça, c'est un résultat assez classique dans les complexités, c'est-à-dire que la citation classique, c'est plus on sait, enfin l'ignorance et la connaissance et l'ignorance, voilà, grandissent ensemble. Hein. Plus on sait, plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Là, plus on sait des domaines très étroits, et moins on comprend ou on se rend compte qu'il y a plein de choses à savoir sur la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Et cette position, cette approche, ce primat hyper spécialisé scientifiquement de la médecine, c'est ce que je ne sais pas s'il va nous rejoindre, mais c'est ce que Pierru, alors je ne me souviens plus de son prénom, Frédéric, Claire aide-moi, François Frédéric. Non, c'est Frédéric. Pardon. Frédéric Pierru rattache ça avec dans un des articles de Soigner l'humain sur une approche réductionniste et positiviste qu'il relie à l'approche, en tout cas à la figure de Claude Bernard, et la contraste avec une approche différente qui serait celle de Canguilhem, qui serait plus holiste et subjectiviste. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans cette tendance à... Oui, on sait que c'est complexe, mais on réduit les choses à cette multitude de domaines très étroits. La morcellisation, elle est organisationnelle aussi dans l'organisation des soins. Alors, bien sûr que cette morcellisation scientifique, elle se traduit par une morcellisation disciplinaire. Et moi, alors, c'est assez récent que je m'intéresse au domaine de la santé, mais j'ai déjà
beaucoup d'exemples qui m'ont été relatés de spécialistes d'un domaine qui ont examiné une patiente et parce qu'ils n'ont regardé que ce dont ils étaient spécialistes, ils ont raté quelque chose de plus important et d'autres et qui s'est traduit parfois par des décès. Parce qu'ils n'avaient pas vu cette autre chose qui était reliée. Donc, morcellisation organisationnelle, sanitaire, sociale, préventif, curatif, somatique, psychique, vie, l'hôpital, etc., etc. Alors, tout se passe comme si, et pour conclure sur cette première tendance sur l'hyperspécialisation, tout se passe comme si la maladie était un module qui dysfonctionnait et qui va être pris en charge, réparé par des hyper spécialistes de ce module. Donc évidemment, toute approche globale de la personne dans son unité est impossible dans ce cadre. La deuxième tendance que je voulais évoquer, c'est la digitalisation de la santé. Alors, la digitalisation, c'est évidemment une tendance beaucoup plus large que les activités de santé. Ça réfère à la dissémination des techniques digitales, c'est-à-dire des techniques qui reposent sur une discrétisation du monde en unités d'information. Voilà, c'est ça qui est vraiment au cœur de la digitalisation. Pardon. Alors, c'est une tendance, je pense qu'on l'a tous vu à l'œuvre. Moi, dans mon domaine, donc, la recherche, je la vois dans tous les dans les appels à projets de l'ANR, enfin de l'Agence nationale de la recherche, chez les financeurs, jusqu'au plan d'investissement récent là, annoncé par le président de la République, un plan de 7 milliards, donc dans cette espèce de grande tendance encouragée par les pouvoirs publics, on nous parle de Startup Nation, de Deep Tech. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était, donc ce sont des jeunes pousses disruptives, hein, de santé numérique, d'e-santé, alors je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux, évidemment de big data, d'intelligence artificielle. Alors, moi, je voulais dans le cadre du travail qu'on peut être amené à faire ensemble, souligner au moins 3 conséquences là, que j'ai vues à l'œuvre, moi, dans les projets de recherche que je conduis dans le domaine de la santé. La première, c'est la mise en œuvre de tous ces outils produit ou peut produire une perte d'intimité avec nos corps. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, il y a une expérience qui est connue, on a équipé un sportif de ces gilets avec plein de capteurs, la température, le rythme cardiaque, etc. Et on se rend compte que lorsque cette personne fait un effort physique, fait son sport, très rapidement, au bout de quelques semaines, pour se réguler, savoir quand est-ce qu'il est dans une zone rouge et qu'il faut qu'il diminue, ou quand est-ce qu'il peut accélérer, etc. Avant, il avait une intimité avec, il ressentait, il avait des sensations sur ce que lui disait son corps. Maintenant, c'est ces capteurs qui lui donnent l'information. Et donc, en fait, on a une délégation de fonctions qui s'est faite très rapidement vers l'outil numérique. Un autre exemple que j'ai vu, moi, dans un des projets, où j'en parlerai très brièvement plus tard, le travail sur l'accouchement, où on propose aux femmes qui viennent pour une IVG des lunettes de réalité virtuelle pour la plonger dans un monde et pour la détendre. Donc, alors, l'intention est bonne, mais on voit bien que en se plongeant dans un monde virtuel, on se déterritorialise, on s'arrache de notre corps. On n'a plus dans les sensations de notre corps. Bon, et bon, je suis pas psychanalyste, mais enfin, il me semble que il est assez admis que il faut vivre cette situation pleinement pour pouvoir la surmonter, quoi. Là, c'est une façon d'essayer d'échapper. Bon, donc première conséquence, perte d'intimité avec nos corps. Deuxième conséquence, la tendance, c'est bien sûr d'avoir énormément de données, des big data, et par l'intelligence artificielle, d'identifier, souvent à travers des profils, les profils, il y a tout un tas de données, y compris génétiques, nos vulnérabilités, etc., etc.
je ne suis pas spécialiste, mais bon. Et donc, en tout cas, la conséquence, c'est que on est en train de remplacer la corrélation, c'est-à-dire on corrèle les données qu'on capte avec ce que des millions de données nous disent des risques, des vulnérabilités, des complications, etc. On remplace la causalité par la corrélation. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la corrélation et on perd d'une certaine façon la causalité et donc le sens. Parce que la causalité, c'est au cœur du sens. Troisième conséquence, c'est que ces techniques renforcent l'idée qui a toujours été présente depuis longtemps du tout est possible, du dépassement du corps. C'est-à-dire que, en fait, une des idées, un des objectifs poursuivis à travers la digitalisation, c'est l'augmentation de l'homme, jusqu'aux caricatures transhumanistes de la mort de la mort. Il y a des gens qui sérieusement disent qu'on arrivera à vaincre la mort. Mais on voit que même si c'est caricatural, c'est cette idée générale. Et cette idée générale que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, ça renvoie, enfin en tout cas ça ignore le fait que la limite, c'est ce qui structure nos existences et qui leur donne du sens. Et moi, j'aime bien rappeler l'exemple qui est donné par Nietzsche de la colombe qui essaye à tout prix, pour mieux voler, de supprimer l'air, ou en tout cas qui aimerait supprimer l'air, mais s'il n'y a plus d'air, elle ne s'appuie plus sur rien, évidemment, elle meurt. Donc, enfin, elle s'écrase en tout cas. Donc, nous sommes des corps limités, donc porteurs de sens et d'intentionnalité, et c'est ce que cette tendance qui est portée qui est accrue par la digitalisation perd de vue, perd complètement de vue. Alors, pour terminer sur ces éléments et commencer à discuter, face à ces tendances, à cette situation, il y a quelque chose qui, en tout cas, j'espère, parmi ceux qui sont présents et parmi d'autres qui résistent. Je dirais c'est la vie qui résiste d'une certaine façon. En tout cas, il y a quelque chose qui… Alors, moi, je travaille donc sur le vécu de l'accouchement. La façon dont je le vois, dont ça résiste, c'est qu'il y a un quart, voire un tiers des femmes dont le vécu de l'accouchement est négatif. Mais c'est parce que c'est le domaine que je connais, mais je suis sûr qu'on pourrait chacun citer dans les gens qui sont soignés des choses qui nous montrent que ça résiste. Chez les soignants, je pense qu'on est tous, on connaît tous ces situations de soignants qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire ce qu'ils aimeraient pouvoir faire. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils doivent suivre des protocoles, etc. Et donc, ils sont dans cette impossibilité d'habiter pleinement les situations auxquelles ils sont confrontés. Alors, l'idée générale de ce collectif, ce collectif il va être construit avec la vision de tout le monde, mais donc j'apporte la mienne, c'est que on sent cette espèce de chose qui cloche, qui ne va pas, qu'on a du mal peut-être à mettre en mots ou à savoir quoi faire. Donc il y a une espèce d'appel, et donc c'est le début du travail, c'est-à-dire il faut essayer de ensemble contribuer à comprendre ce qui est à l'œuvre, à inventer peut-être des nouvelles pratiques qui, je sais pas, pour reprendre Spinoza, augmentent notre puissance d'agir, notre joie. Donc voilà, ma vision des choses, mais encore une fois, c'est pour poser quelques éléments pour permettre d'en discuter, et puis évidemment, ce collectif, il sera ce que ces différents contributeurs en feront. Oui, alors bonjour à tous et puis merci d'être là aujourd'hui. Moi, je vais surtout me présenter. Donc, je m'appelle Mathilde Catala. Je suis médecin généraliste et donc je suis installée dans une maison de santé pluridisciplinaire du 19e arrondissement depuis 2017 et je travaille aussi donc, avec l'équipe de la Passe Saint-Louis depuis 2017. Et donc, effectivement, moi, j'avais un intérêt pour l'interdisciplinarité. C'est, je pense aussi pour ça que j'ai cette pratique, que j'ai mis en place cette organisation au travail, que j'ai choisi en tout cas de travailler en équipe. Et alors, c'est venu au départ, donc moi, je faisais des remplacements en libéral d'un constat. Donc, c'est vrai qu'on est de plus en plus confronté à des situations qui sont complexes. Alors, pour
plein de raisons, notamment le vieillissement de la population, notamment l'augmentation des pathologies chroniques, peut-être une médecine pour beaucoup de raisons, une histoire de démographie médicale aussi, avec un accès aux soins qui n'est pas toujours simple. Et donc, on m'avait proposé comme sujet de thèse pour mon sujet de thèse de médecine générale, de travailler sur des réunions de concertation pluridisciplinaires qui étaient mises en place par un réseau d'oncologie dans le 93 pour des patients en situation complexe qui présentaient un cancer. Alors, au départ, quand on m'a présenté ça, je me suis dit, mais c'est super, étant donné que je m'étais retrouvée justement avec cette temporalité de consultation en médecine générale, où effectivement, c'est un temps qui est quand même réduit et où parfois on est un peu dépassé, on peut être dépassé pour en tout cas apporter des solutions aux patients. Je me suis dit, mais c'est super d'avoir développé ce type de réunion pour essayer de fluidifier aussi le parcours de soins, comme on parle beaucoup avec les plans cancer. Et donc, j'ai un peu réfléchi justement à ce travail en équipe, comment ça peut se faire, soit le travail en équipe entre médecins. Donc, on se donne souvent des avis, même pendant la consultation, on travaille à plusieurs, entre professionnels de santé, donc avec des kinés, des infirmiers, enfin, je vais en oublier, hein, mais des psychologues, diététiciens, enfin voilà, comment ça s'intègre dans notre travail, tout en respectant le secret médical, l'intérêt du patient, voilà, sans oublier l'objectif final, parce qu'il y a des gens, effectivement, ça fait ressortir aussi d'autres questionnements, puisque c'est évidemment très intrusif, ça peut être très intrusif aussi d'accéder à énormément d'informations. Donc, c'est là que je pense que le relationnel prend tout son sens, la communication, et que voilà, on le fait aussi vraiment en intelligence et en bon sens. Et puis, donc après, avec aussi les spécialistes, comment on va travailler en coopération, voire en collaboration, étant donné que on se rend compte effectivement qu'il y a bon, ça on le dit beaucoup, mais une fragmentation des soins. Donc, comment on refait du lien entre tout le monde et puis surtout, pas arriver à des situations qui peuvent être parfois dramatiques juste par un problème de lien entre professionnels de santé. Et puis aussi, donc, en dehors du corps médical ou de la santé, il y a aussi tout ce qui est social. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'avais créé un réseau avec les coursiers sanitaires et sociaux, par exemple, en ville. Comment ils vont faire, eux, pour créer du lien avec les patients dans certaines situations qui sont très complexes. Donc oui, vous aurez noté que du coup, c'est un autre sujet. Il y a le travail en équipe et puis il y a les inégalités sociales de santé. Avec justement, est-ce que le travail en équipe peut permettre de ne pas augmenter les inégalités sociales de santé? Parce que après, peut-être que dire diminuer, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas, pas les augmenter. Voilà. Et puis après, effectivement, je me suis aussi, alors de manière plus large, j'ai fait un master en 2018 de médecine légale, médecine sociale à Paris 13. Et puis là, je suis en train de suivre un master à l'EHESS, donc plutôt orienté sociologie, sur tout ce qui est question de santé. Voilà. Et puis, donc après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Oui, par rapport à l'équipe aussi, on voit bien que, entre autres, il va falloir, disons que tout a été beaucoup centré à un moment sur les hôpitaux, que peut-être les soins primaires, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire avec une réorganisation des soins autour des soins primaires, comme les CPTS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc les CPTS, c'est des communautés de professionnels territoriales de santé.
Donc ça a été, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'ARS qui a incité les professionnels de santé libéraux, donc tout type de professionnels, à se réorganiser en communauté de professionnels de territoire. Et donc ça, c'est pareil, ça va être comment faire du lien en ville, et peut-être aussi que ça permettra de décharger un petit peu les hôpitaux. Enfin, ça peut être une des solutions pour éviter la surcharge. Enfin voilà, moi, c'est un peu ces deux choses-là que je trouve intéressantes, avec lesquelles on réfléchit beaucoup à la passe. Et donc, du coup, c'est le travail en équipe, notamment la collaboration avec ces réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, ça interroge aussi sur comment on organise son temps, comment on investit le temps, qui permettrait finalement après d'être plus disponible quand on est en consultation pour un patient, d'être moins en difficulté. Et donc, c'est vrai que quand on est moins en difficulté face à un patient, on est peut-être plus à même d'apporter des réponses adaptées et donc d'être dans le soin, dans le care aussi, en plus. Voilà. Et puis, donc, les inégalités sociales de santé, qui est aussi... Enfin, moi, j'ai été sensibilisée à ces questions quand j'ai travaillé sur ma thèse. Et puis, bon, ça a continué à cheminer petit à petit. C'est des réflexions qui sont genre en perpétuel. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous portez à ce nouveau collectif. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger par rapport à tous ces sujets. Merci. Peut-être des réactions avant qu'on continue. C'est vrai que cette question du temps, elle est, voilà, elle est cruciale, hein, parce que c'est vrai qu'on voit bien, on est dans un moment de grande pression et qui a tendance à limiter finalement le soin à la dimension technique. Donc, c'est vrai que c'est majeur de peut-être pousser vers ce retournement, de garder le temps nécessaire pour fournir un soin dans toute sa globalité. Oui, bonjour, je m'excuse du petit retard, mais j'ai apprécié les discours, en particulier, bien sûr, la deuxième partie de Renaud et surtout celle de Mathilde. Alors, pour me présenter, j'ai une quarantaine d'années de médecine générale rurale derrière moi. Je dis derrière parce que c'est un petit peu passé. Et j'ai également une casquette, et c'est à ce titre que je remercie et que je félicite Claire Georges pour toutes ces initiatives. J'ai une casquette à l'Ordre national des médecins dans la section santé publique, qui est donc une section qui s'occupe vraiment du nœud de la santé publique globale. Et je préside actuellement la commission démographie médicale. Ça, c'est annexe, et ça me donne une vision un petit peu plus complète dans cette histoire-là. Alors, sur mon versant personnel, j'ai très tôt été, grâce à mes remplacements successifs pendant plusieurs années, été interloqué, interrogé par cet exercice solitaire, individualiste. Et la première chose que j'ai fait, c'est créer un cabinet de groupe. Dans les fins des années 70, vous voyez que ça n'existait pas beaucoup. Et dans les semi-rurales, on a automatiquement un exercice coordonné avec nos amis infirmières qui naissent. Il n'y a aucune réalité, c'était des collectifs de base, on va dire très coopératifs, sans limite, sans obstacle. Contrairement aux réseaux qui sont arrivés après, qui ont des petites difficultés, quand on crée un réseau, on ne met pas toujours les bonnes personnes au bon endroit. Ça, c'est une observation sur la création des réseaux. Donc, j'ai eu ce parcours. Après, j'ai fait PH à temps partiel dans l'hôpital du coin. Et ensuite, j'ai eu des missions d'EHPAD, de médecin coordinateur d'EHPAD, tout en ayant du soin. Donc, la coordination des soins à l'intérieur des EHPAD, à l'intérieur de l'hôpital, et essayer de le recalquer sur le système libéral, ça, c'est le gros fossé que vous vivez actuellement et qu'il va falloir rapprocher. Alors que la crise Covid ait favorisé un petit peu certains rapprochements, on va dire, ça serait une bonne chose, mais il faut que ce rapprochement ne soit pas éphémère. C'est toute la problématique actuelle. Donc, on va parler de gouvernance du système. Il faut mettre tout ça sur la table. C'est une chose. Alors, pour revenir à votre sujet, c'est là où l'ordre intervient. On est très attentif à vous accompagner dans ce projet collectif et on est prêt, comme on l'avait dit à Claire Georges, de la recevoir à nouveau
un jour à la structure ordinale et accompagné, par exemple, de Mathilde, hein, il n'y a pas de de façon à approcher ensemble un petit peu toute cette perception du travail collectif. Alors, nous sommes extrêmement pour l'exercice coordonné, non pas parce qu'il n'y a pas assez de médecins, mais parce que c'est une évolution naturelle, évidente, qu'il faut aborder maintenant. Il faut faire table rase du passé, on va dire ça comme ça. Justement, de par l'expérience vécue du passé, qui nous permet de dire, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, il va falloir avancer, donc il faut se tourner vers l'avenir. Donc, on est tout à fait en réflexion commune, en particulier dans la section santé publique, mais vous savez qu'il y a aussi une section formation médicale, formation compétences des médecins et également exercice pro. Donc, on travaille en transversal dans tout ça et je pense qu'il pourrait y avoir certainement des échanges productifs sur vos idées que je partage totalement de par mon expérience, mon vécu et tout ce qu'on peut proposer. Et je transmets la salutation de Jean-Marcel Bourg, qui est vice-président et un de mes proches amis, et également d'Anne-Marie Trarieux, qui n'a pas pu se libérer. Donc, on est très à l'écoute et je pense qu'il y aura du travail effectivement à élaborer sur cette île de coordonnées. Alors, le problème, c'est qu'il y a une vision différente selon l'étage où on est. Si on est dans l'étage politique, alors là, il y a du travail, parce qu'ils n'ont pas la même vision. Il y a la vision médicale, la vision professionnelle de santé, la vision collective. Donc, c'est des tas d'étages qui doivent se rapprocher. Il faut absolument éviter les silos, parce qu'on a vécu trop longtemps en silo pour ne pas vivre en transversal maintenant. Et c'est ça. Alors, une dernière remarque, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, c'est ce qui vient un petit peu après vos exposés, c'est le problème de la formation complémentaire des jeunes médecins en management et en gestion. Et ça, c'est une absence caractérisée à mon avis, de cette absence de formation. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Travailler en collectif, c'est très bien, mais il faut apprendre et il faut savoir le faire. Ce n'est pas parce qu'on met une maison pluridisciplinaire avec plein de travailleurs divers et variés, et de professionnels de santé divers et variés, que la réalité du travail collectif existe. Donc, il faut apprendre à travailler ensemble, et ça n'est pas inscrit dans les gènes au départ à la faculté. Hein. Il va falloir évoluer. Or, l'université, selon les endroits, parce que c'est assez régionalisé aussi, ne permet pas toujours cette approche. Alors ensuite, il y a effectivement les financements. Alors, CPTS, je reviens 2 secondes. Je terminerai là-dessus. CPTS, c'est plus certainement une idée d'exercice coordonné, mais il ne faudrait pas que ça se transforme en grand machin. Parce que quand je vois des CPTS qui sont calqués sur des communautés de communes où il y a combien 300 000 habitants dans certaines zones et qu'on trouve des CPTS à 250 professionnels de santé, je pense que là, on est au-delà du plafond de verre qu'il ne faudrait pas franchir. Sinon, on est en train de tuer l'exercice coordonné. Donc ça, c'est ma réflexion au vu des CPTS qui, effectivement, ont été initiés par les ARS, mais le problème, c'est qu'ils font des cartes géographiques, ils font de la géographie de santé, ils disent, tiens, là, il y a une zone kilométrique qui serait bien pour faire une CPTS. Ils appellent les professionnels, ils disent, on vous encourage à faire une CPTS. Il va falloir travailler beaucoup cette histoire-là, de façon à éviter que là-dessus, les Comcom qui sont intéressés par les CPTS, parce qu'après, on entend les présidents de Comcom qui parlent de ma CPTS, comme le maire parle de ma maison PSCR de santé, comme si ça leur appartenait. Donc ça, c'est une réflexion dans ce travail collectif que je vous soumets d'éviter des CPTS mouse qui seraient contre-productifs. C'est une petite réflexion, ce qui n'altère pas le concept même, qui altère la méthodologie de la réalisation. Voilà, on va dire ça. Je vous approuve, on est ouvert à toutes les discussions, à toutes les propositions, et je suis très attentif personnellement. Vous savez que je suis vos conférences depuis le début, et donc je vous approuve et je partage vos visions. Voilà, merci beaucoup. Moi, je veux bien réagir. Donc, je suis Brigitte Thévenin-Lemoine, je suis néphrologue. J'ai fait plein de choses en médecine et puis en administratif. Donc, j'ai travaillé pour la Sécu et pour l'ARS Île-de-France. Actuellement, je suis conseillère médicale de l'association France Rhin au niveau national.
je suis un peu étonnée d'entendre parler, enfin, l'humain au cœur du dispositif et puis d'entendre parler de CPTS. Pour moi, c'est une espèce d'oxymore. Enfin, c'est mon expérience à moi. Je suis quand même restée 10 ans à travailler à l'ARS, à la RH et à l'ARS. Et enfin, je suis toujours assez dubitative devant certaines organisations administrativo-politiques. Et je crois plus à des actions plus petites et plus individuelles qui feraient plus tache d'huile que à se reposer sur des organisations telles que celles qu'on nous a proposées déjà, parce que bon, il y a aussi les communautés d'établissements, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, bref, tout ça sous le couvert, je ne veux pas cracher dans mon ancienne soupe, mais sous le couvert d'effectivement de faire travailler les gens ensemble, c'est quand même parfois, ça sert quand même parfois à pallier le manque de moyens ou à diminuer, à rationaliser les moyens, comme on dit. Et je pense qu'il y a des gens qui, de par leur formation ou de par leur vécu, mettent de l'humain dans leurs soins, quoi qu'il arrive, et d'autres, non. Et alors, il y a une chose qui est certaine, enfin, c'est que je suis entourée enfin, maintenant ils sont plus très jeunes, mais disons quand même d'assez jeunes médecins, où j'ai vu comment ils ont été formés. C'était encore pire que quand moi je l'ai été. C'est vrai que ce concours de première année qui a été vraiment extrêmement destructeur, d'une part pour des gens qui auraient pu être de très bons médecins, et d'autre part même pour ceux qui l'ont réussi, parce que c'était vraiment une sélection très, très maths physique et donc absolument pas sur des qualités humaines quelles qu'elles soient. Dans la formation, enfin, moi, je me suis battue quand j'étais à la RS Île-de-France pour que ne serait-ce que une formation à la consultation d'annonce, parce que quand on annonce à quelqu'un qui va être dialysé, c'est pas forcément. On voit comment ça se passe, c'est-à-dire qu'en général, c'est les jeunes en contre-visite qui arrivent avec les examens et qui, comme me disait une patiente, en regardant leurs pieds, disent un truc vite fait et s'en vont parce qu'ils ont la trouille de la situation. Et donc, quand j'ai fait quand j'ai initié cette formation, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ironie, mais bon, je pense que c'était une bonne chose et que c'est la bonne voie. Et il me semble donc que c'est par la formation d'une part et puis par l'exemple, bon,
je sais bien que ça ne suffit pas, mais quand même, c'est ce qui me semble le plus important. Voilà. C'est vrai, cette dimension d'exemple. C'est vrai, la question, c'est comment les choses peuvent évoluer, hein, parce que évidemment, plusieurs personnes nous ont écrit que l'humain dans le soin, c'est une évidence. Enfin, comme ça, à la limite, ça vaudrait même pas la peine d'en parler, tellement d'un certain point de vue, c'est évident. Sauf que si on en parle et depuis si longtemps, et finalement, si c'est encore plus problématique actuelle, c'est bien il faut peut-être voir les choses autrement. Et donc, Brigitte te rejoint. C'est vrai que ça sera certainement très difficile qu'il y ait des choses qui descendent, en effet, avec ces visions qui parfois sont intéressantes, mais les visions qui restent exclusivement administratives, enfin, un peu déconnectées du terrain. On se rend bien compte que ce n'est pas comme ça que ça évoluera, mais l'idée du collectif, c'est justement peut-être de voir les choses autrement. C'est par la pratique, par l'expérience, par finalement l'expérimentation, l'incarnation des choses, le fait de voir, de ressentir comment finalement ce soin, où on va mettre de l'humain et du temps pour mettre de l'humain, comment finalement c'est beaucoup plus satisfaisant. Je répète que tous les jours, je suis vraiment marquée à la passe par les témoignages des externes et des internes en particulier, qui nous disent, même si on est dans des situations qui sont très difficiles, avec des patients, avec des histoires qui sont parfois extrêmement difficiles et dures et douloureuses, mais comment ils trouvent du sens, comment ils nous disent qu'ils retrouvent la médecine telle qu'ils espéraient la trouver. Voilà. Et ce n'est pas parce que simplement on s'occupe de situations particulières, mais c'est probablement parce que aussi ça remet l'humain au cœur du soin, ça remet du sens dans la pratique. Et oui. Très bien, c'est que dans le groupe, il y ait un doyen, un truc comme ça, quelqu'un qui soit qui puisse agir sur une formation de façon à pouvoir voir ce que ça fait qu'une expérimentation sur une promotion de médecins à qui où ils auraient de façon obligatoire un module, je sais pas, d'autres choses que de la technique, quoi, de la sociologie, des trucs comme ça, enfin, qui. C'est vrai, Mathilde me rappelle que justement, c'est bien difficile. Alors, c'est là où il y a le paradoxe, la difficulté. Nous, enfin, qui sommes dans les passes, pas que dans les passes, mais dans d'autres endroits comme les soins palliatifs ou de la gériatrie ou dans le champ du handicap, etc. On n'est pas hospitalo-universitaire. Alors, pouvoir enseigner, c'est juste carrément extrêmement difficile. Et pourtant, et c'est là où il y a ce paradoxe. Et aussi, c'est vrai que pour enseigner à l'université, c'est vrai que c'est aussi relié avec les postes de chef de clinique. Et donc, c'est pas facile de se frayer un chemin. Et voilà. Et nous, on a ouvert, peut-être, on a mis un petit pied, on a commencé à mettre un petit pied, voilà, suite au cours de Sciences Po sur la médecine en situation complexe. Ça veut dire que déjà c'est voilà, des gens qui sont formés. Et voilà, il y a langue Sciences Po et peut-être que ça redescendra. Et puis, voilà, c'est l'ouverture sur l'enseignement auprès des étudiants en médecine. Voilà, on a proposé avec l'équipe de la PAS un cycle dans le cadre d'un enseignement complémentaire obligatoire sur la médecine en situation complexe qui voilà, on va essayer de mettre dedans ce à quoi on croit et voilà cette place de l'humain dans le soin. Alors Thomas Bognon, en sachant qu'il y a l'enseignement. L'enseignement que, voilà, comme vous dites, je pense que c'est primordial et ça, assez tôt, c'est vrai que c'était une des dimensions auxquelles on commence à réfléchir, mais il y a aussi dans l'humain au cœur du soin, c'est prendre soin des professionnels et donc on a aussi une réflexion sur comment sont traités les externes en stage, parce que ça commence aussi à ce moment-là, enfin, le prendre soin, voilà, on a tous entendu parler aussi, comme vous dites très bien, de la formation hein, qui peut parfois pas être très humaine sur certains égards. Et donc, voilà, comment aussi remettre l'humain
au cœur du soin dans les stages des externes, qui soient considérés. Voilà, il y a tout un. Oui, c'est ça. Il y a tout ça dans l'humain au cœur du soin. Hein. C'est exactement. Plutôt. Oui, bonjour. Thomas Meunion, moi je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital Necker à Paris. Je voulais vous dire, effectivement, un petit exemple. Hein. Nous, on a fait une formation à la communication pour nos internes parce qu'on a des anesthésistes réanimateurs qui arrivent en réanimation pédiatrique. Donc, ça sera leur seul stage en pédiatrie et la communication aux familles. Et pour tout vous dire, voilà, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait une formation. On est sur quelque chose qui reste très modeste, mais on a déjà eu 165 internes. Et effectivement, quand on leur demande, 75% ont déjà annoncé seule une mauvaise nouvelle. Et dans 51% des cas, il n'y avait aucun débriefing par un senior. Donc, effectivement, on les envoie souvent faire un exercice difficile. Et c'est la même chose pour les infirmiers et les infirmières, les aides-soignants aussi, même si je pense que les paramédicaux ont souvent eu une meilleure formation à la relation de soins qu'on a pu avoir finalement au cours de nos études de médecine. Donc voilà, ça, c'est des petits exemples qu'on peut aussi diffuser, des petites choses qu'on pourrait… alors moi, je ne suis pas doyen, je ne suis pas universitaire, mais c'est plein de choses qu'on peut faire aussi dans nos services, effectivement. Et puis après, je vous rejoins effectivement sur le care parce qu'il y a quelque chose quand même de schizophrénique, de se dire que des fois, on a à l'hôpital une ambition qui est le care vis-à-vis du patient. Mais quand on regarde un petit peu les relations humaines qu'il peut y avoir dans un hôpital, quelquefois, on peut être très limite sur le care entre nous. Oui, bonjour. Je suis aussi très intéressé par tout ce que j'entends de la réflexion du médecin du Conseil de l'Ordre. Je retirais un peu cette idée, le fait que mettre des gens les uns à côté des autres, ça peut faire un agrégat et pas une vraie collaboration. Et qu'une collaboration, ça se construit, ça doit avoir des conditions, etc. Brigitte disait un peu les mêmes choses. Et finalement, je prolonge ça en disant que l'exemple de la passe Saint-Louis, on voit quand même que c'est, sans que ce soit du tout péjoratif, c'est un petit groupe. Donc, c'est un fonctionnement de type artisanal, une construction progressive avec un leader charismatique qui est, je ne veux pas faire un cours, mais qui est un peu indispensable au moins un temps. Il y a un moment où le groupe aura une maturité, où il y aura moins besoin d'un leader charismatique, mais pendant un temps de construction, justement, de ce travail un peu à plusieurs. Souvent, il faut quand même une personnalité comme ça qui va un petit peu fédérer et éviter que ça parte un peu trop dans des directions différentes et que du coup, ça soit éphémère. Mais de ça, je retire quelque chose qui va être peut-être justement un peu décevant pour pas mal de personnes en entendant ça. Je pense que la seule extension possible, c'est une capillarité et c'est donc d'accepter une temporalité longue, pardon. Et c'est vrai, mon intelligence, ma sensibilité à moi fait que je suis à l'aise avec ça, avec cette notion de l'artisanat, d'un care qui part de petit et qui, voilà, s'élargira si c'est possible, mais qui c'est la difficulté de l'élargissement. Et je finirai en disant que j'ai été extrêmement frappé il y a une bonne vingtaine d'années par des propos de Michel Rocard qui en politique parlait du devoir de grisaille. Et ça peut être vrai, dis donc c'est tristounet le devoir de grisaille. Mais pas du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est justement qu'il croyait beaucoup à l'échange, à la construction, au respect mutuel et à la construction par le dialogue et l'échange mutuel. Mais il disait, mais finalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'économie d'un temps souvent assez long. Il dit souvent il faut 10 ans entre le moment où on lance un projet, où on discute, où on essaye de déminer les gens qui sont contre, voilà, etc. Et où ça avance. Et je crois que finalement, voilà, je conclus là-dessus. J'écoute avec appétit, avec gourmandise ce nouveau groupe Facteurs Humains en Santé, mais je pense, alors, si j'y participe, je le ferai avec mon tempérament, c'est-à-dire en disant, ben oui, il faut démarrer petit et rester petit. Ce que le physicien Étienne Klein appelle le cordonnier peut être très compétent pour s'occuper des godasses, mais s'il veut s'occuper au-delà de sa chaussure, il peut très rapidement arriver à l'incompétence. Et je pense que c'est pour ça que je crois vraiment beaucoup à cet artisanat, à cette notion de petits ou moyens groupes et une extrême prudence dans l'élargissement parce que quand on élargit, on a tout à fait le risque qui a été
signalé tout de suite là par Brigitte en disant mais les histoires quand elles sont, et par une autre personne avant elle, si on veut faire une entité qui est un peu trop grosse, avec des ambitions politico-administratives un peu trop vastes, on se vautre ou on fait un machin qui est complètement détourné, qui va encore plus décourager les gens qui sont en recherche de sens. Si je peux juste rebondir très très rapidement là-dessus, moi c'est une de mes spécialités, c'est la haute fiabilité organisationnelle et j'ai donc été amené à auditer, c'est pas vraiment le mot, mais enfin disons auditer un certain nombre d'organisations qui, donc on pouvait penser qu'ils avaient développer un certain nombre de processus de la haute fiabilité organisationnelle. Et ce qui vient d'être évoqué, c'est ce qu'on retrouve systématiquement, c'est-à-dire que l'histoire a toujours été localement dans un petit endroit de l'organisation. Il y a un groupe qui a développé une nouvelle façon de travailler. Alors, je ne savais pas forcément que ça avait été labellisé quelque part, haute fiabilité organisationnelle, peu importe, mais qui avait eu des innovations de pratique. Et par capillarité, les gens travaillant avec eux, voyant qu'ils étaient plus contents, que ça marchait mieux, etc., s'ils sont intéressés, et par capillarité, ça s'est étendu dans d'autres parties de l'organisation, horizontalement, verticalement, dès lors que le management, à un moment donné, n'a pas dit non, on arrête tout, etc. Là, c'était limite. Mais en tout cas, ça a toujours commencé localement et ça s'est étendu. Alors, c'est étendu ce que ça pouvait s'étendre compte tenu de la culture organisationnelle, des structures, du management, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Denis. Voyons les pratiques qui nous parlent, qui sont intéressantes, qui font avancer les choses, avant de voir comment ça va s'étendre par capillarité, et puis l'extension à un autre niveau, à une autre échelle, c'est encore autre chose. Voilà. Oui, bonjour à tous. Oriane Cabane, moi je suis médecin généraliste. Je travaille en maison de santé comme Mathilde dans le 93 et également à la PAS ici, pour lequel je débute un poste de praticien ville-hôpital. Donc, je travaillais notamment sur la coordination un petit peu entre la ville et l'hôpital Saint-Louis. Et je suis notamment, et c'est pour ça que je voulais rebondir, réagir, je suis enseignante au département de médecine générale à l'Université de Paris et du coup, la question de la formation, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est Brigitte qui a amené le sujet de parler de ça pour plusieurs raisons. C'est que je pense que dans la formation, on peut autant sensibiliser à notre rôle de soignant et à quel point l'humain chez le soignant va être important, qu'on va prendre en charge quelqu'un, et en même temps, on peut former à quel point le patient en tant qu'humain a une place indispensable dans son parcours de soins. Et j'ai un regard assez positif, mais parce que je pense que je suis biaisée par le fait que je travaille au département de médecine générale. Et c'est vrai qu'au département de médecine générale, tous les internes ont énormément de formations en relations, communication, en coordination et des choses, je trouve, pour lesquelles on forme, j'ai l'impression, pas trop mal les internes de médecine générale à être sensibilisés à ces questions d'humain au cœur du soin. Et depuis plus récemment, c'est des formations qui ont été étendues aux externes, comme si le département de médecine générale avait été un petit peu... on a testé des trucs et puis on a pris ce qui avait marché, on l'a étendu aux externes. Donc, certaines de ces formations en relations, communication qu'on dispensait d'abord uniquement aux internes de médecine générale sont maintenant dispensées à tous les externes, avec des bons retours. Et il y a pas mal d'expérimentations en cours, notamment à l'Université de Paris, où des groupes d'externes ont des cours de méditation, ou des groupes d'externes testent comme ça différents modules d'enseignement. Et donc, je pense que c'est en effet des choses sur lesquelles il peut être intéressant de jeter un coup d'œil, de voir quels résultats ça donne. Généralement, dès qu'il y a une expérimentation qui est faite, il y a un thésard qui travaille dessus pour voir quels résultats ça a. Et donc, c'est intéressant de
nous, il suffit juste de regarder ce qui est en train de se faire et ce que ça donne. Et c'est vrai que je pense que c'est très intéressant et qu'il y a sûrement plein de choses à regarder. C'est intéressant ce que disait, c'est Thomas Boillon qui disait que en anesthésia, et je sais que pour parler avec des collègues de d'autres spécialités, c'est des formations qui sont encore… Mais voilà, je pense qu'il y a là quelque chose aussi qui, par capillarité, et commence déjà à s'étendre et peut-être continuer à s'étendre. Puis les externes aussi maintenant, qui dans leur formation ont des stages en cabinet de médecine générale. Ouais. Donc ça veut dire qu'en dehors des murs de l'hôpital, maintenant, dès l'externat, ils vont découvrir autre chose. Et moi, c'est ce que je leur dis quand je recevais des externes, c'est quelle que soit la spécialité que vous allez faire, c'est très riche de voir comment… Déjà qu'il y a différentes sortes de pratiques, d'organisation au travail, parce qu'ils ne sont pas que chez un seul médecin généraliste, de voir quelle est la réalité du terrain en ambulatoire. Alors, il y a même des stages de spécialistes. Donc, moi, je connais une dermatologue qui reçoit des externes une journée par semaine. Donc, c'est aussi pas juste centré sur la médecine générale, mais sur la pratique de soins en ambulatoire. Et donc, déjà, ça va permettre aussi de mieux se connaître entre hospitaliers, médecine de ville et de… Voilà, parce que c'est vrai que souvent, on peut voir que quand on va être en difficulté face à une situation, parfois le réflexe, ça va être de se braquer un peu et puis d'être sur la défensive. Et donc là, le fait déjà qu'il y ait moins de méconnaissance entre nous, peut-être que ça va améliorer aussi le relationnel entre nous, les pratiques. Enfin voilà, c'était aussi pour dire il y a l'enseignement et puis toujours les stages aussi et les choses. C'est ça, les choses avec concrètes. Une temporalité, c'est long, mais petit à petit, et bouge un petit peu quand même. C'est ça, c'est le changement, comme disait Florent Champy, incrémental et modeste qui peut marcher. Et alors, pour avancer, c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion théorique, mais l'idée de l'humain au cœur du soin, c'est aussi que ce soit du concret. On va vous faire quelques propositions, puis on peut en imaginer ensemble d'autres. Et parmi les choses concrètes, c'est vrai que une des choses qu'on a commencé à mettre en œuvre ici à La Passe, c'était l'idée de aussi avec les internes en particulier, c'était de mettre en place un groupe de collaboration, d'accompagnement aux thèses de médecine générale d'abord. C'est vrai qu'on a expérimenté ça un petit peu de façon empirique et puis ça marche très très bien. C'est que beaucoup d'internes qui sont passés à La Passe veulent faire leur thèse avec nous et revenir comme médecin attaché. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce travail de recherche qui est en œuvre. Et puis cette collaboration avec par exemple Mathilde qui connaît bien la dimension de recherche qualitative, et puis après finalement les internes qui ont bénéficié un petit peu de cette approche veulent aider les autres. Et donc voilà, donc on a décidé d'essayer de structurer un petit peu ça et puis de faire de façon régulière ces réunions de groupe où les internes pourront venir partager les interrogations, les difficultés, et on sera vraiment dans du compagnonnage, de l'entraide très concrète. Voilà, c'est une des initiatives qui a été envisagée, qui est envisagée parce que, encore une fois, hein, cette idée, c'est il faut que ce collectif ne soit pas simplement théorique, mais qu'il y ait des propositions concrètes. Voilà. Une des autres propositions, ça sera un groupe de lecture et de partage, avec cette idée évoquée aussi par Mathilde, c'est qu'on n'est pas spécialiste des sciences sociales, mais en même temps, les sciences sociales et humaines nous apportent beaucoup et nous aident à comprendre, à conscientiser les problématiques. Et là, il y a quelque chose de vraiment très important, et c'est là où on va pouvoir faire percevoir l'importance de notions comme l'éthique du care, etc. Et concrétisation de cette idée de l'humain au cœur du soin. Il y en aura d'autres comme des visioconférences autour d'un intervenant particulier. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire, sur le problème de la formation, parce qu'il y a dans certaines facs, il y a des services, des laboratoires
où pour les gestes techniques, c'est jamais la première fois sur le malade et donc on leur apprend à, je sais pas, à faire un accouchement, à intuber un malade, avec enfin, il y a beaucoup de technologie qui est autour. J'ai vu à la Nouvelle Fac, il y a un grand truc comme ça qui permet d'avoir un patient, par exemple, qui va pas bien et en fonction de ce que l'étudiant va faire, le patient il va aller mieux ou enfin le faux patient il va aller mieux ou il va pas aller mieux du tout. Et, et je trouve que ça serait intéressant d'avoir des modules comme ça, mais pas pour des choses techniques, pour de monter des circonstances où on a, qu'on a tous vécu dans des circonstances différentes et où c'était très difficile, où on s'est planté, où on a trouvé une solution et d'obliger les étudiants à se confronter à ça, mais pas avec un vrai malade. Juste pour dire quelque chose par rapport à ce slogan, là, moi je l'avais entendu, Philips Vendra. Voilà, je connais ce slogan, jamais la première fois sur un malade. Et justement, ce slogan, il est extrêmement problématique. Parce que je comprends bien l'idée, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner techniquement sur un. Enfin, ça, on fait ça depuis. Moi, je suis infirmier d'origine. Hein, vous avez des mannequins, c'est vieux comme le monde. Et l'idée, on peut la comprendre, hein, jamais la première fois sur un malade. Mais on voit bien aussi que cette phrase, elle est totalement idiote. Parce qu'il y aura toujours une première fois sur un malade. Et ça, c'est vraiment résumer le soin à son caractère technique, qui existe, hein, il ne faut pas du tout le nier, mais il y aura toujours une première fois sur un malade. Et alors, moi, par rapport à ce que vous dites, je ne pense pas que ça soit par rapport à des... Oui, on appelle ça des serious games. Ça a été très à la mode dans les IFSI, hein, des histoires. Mais en fait, il y a un truc qui s'appelle... qui s'appelle le... comment on dit de reprendre des situations, le terme m'échappe, de reprendre des situations ensemble, hein, de faire comment on dit, quelqu'un peut m'aider comment des simulations? Non, justement, ce n'est pas les simulations. C'est des revues après. Oui, mais il y a un nom là. Comme un contrôle de cas pour les analystes. En soins palliatifs, Madame Richard, elle connaît bien ça, de faire de la. Comment on dit? Des revues de mortalité? Oui, mais ce n'est pas le mot que je cherche là. Enfin bref, disons que ce que je voulais dire, que d'un point de vue. Comment? Un débrief. Oui, un retour d'expérience. Voilà, du retour d'expérience, mais le mot m'échappe, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire ici, c'est que le danger, moi je l'ai bien vu dans les formations, c'est que voilà, il n'y a rien de mieux que les situations réelles et de travailler sur les situations réelles a posteriori. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que moi, la phrase « jamais la première fois sur un malade », ça m'a toujours fait rire, parce qu'il y aura toujours une première fois sur un malade. Quand on n'a jamais été confronté à des situations difficiles, le fait d'avoir, pendant un temps de sa formation, il y a quand même des techniques, enfin même dans les sciences sociales, même dans le relationnel, même dans la vie de tous les jours, il y a quand même un savoir-être qui s'apprend pas complètement, mais qui quand même, il y a des réflexes qui peuvent venir au bout d'un certain temps, alors que quand on est confronté que aux techniques, on n'a pas ou alors on l'acquiert au bout on l'acquiert toujours un peu au bout d'un certain nombre d'années, mais si on l'acquiert au bout de 10 ans, pendant 10 ans, on a fait souffrir les gens et on aurait peut-être on aurait pu un peu moins les faire souffrir si on avait été
sensibiliser à un certain nombre de choses. Je suis d'accord qu'il y a toujours une première fois où on se retrouve tout seul devant un malade et qu'on se dit oui, 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 comment je vais faire? Mais dans ce cas-là, si on a appris à ne pas regarder ses chaussures et à pas partir en courant et que on a appris un certain nombre de choses, de techniques relationnelles, je trouve que c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de redévelopper le tutorat pour annoncer une mauvaise nouvelle. Moi, je pense que c'est intéressant qu'un externe participe aux consultations d'annonce et que ce ne soit pas qu'une infirmière, voilà, pour voir comment on annonce quelque chose de difficile à quelqu'un, comment ce quelqu'un comprend ce qu'on lui dit, et qu'il y ait une réflexion après, c'est cette consultation d'annonce pour qu'on comprenne que le malade n'a entendu que 20% de l'information, qu'il a été choqué, à quel moment on a vu qu'il a été choqué, à quel moment on a bien vu qu'il fallait arrêter ou modifier la communication. Et moi, je me souviens très bien de mes chefs de service qui, la première fois, nous faisait faire l'annonce. C'est lui qui faisait le malade et nous, on lui annonçait la mauvaise nouvelle qu'on avait à dire. Et après, il nous lançait en consultation en disant bon, vous avez vu comment j'ai réagi, etc. Vous avez ressenti la difficulté, allez-y maintenant. Et on faisait une analyse de pratique après. J'ai fait plusieurs formations comme ça d'interne dans la chambre d'un malade. L'interne avait très très peur d'annoncer une mauvaise nouvelle. On y était ensemble. C'est lui qui a parlé. Et après, on a pu en parler ensemble. Et ça, c'est très, 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 très formateur. D'autre part, de l'humain, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des proches du malade. Et accueillir un malade, c'est aussi accueillir le malade et ses proches, même s'ils ne sont pas là. Et sa vie relationnelle, sa vie culturelle. Et quand je vois qu'à la passe, on passe notre temps à faire intervenir un interprète, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe chez le malade. Et quand tout passe par un interprète qui va dire, qui va traduire ce qu'il va traduire, on fait confiance. Mais comment déceler la vraie souffrance du patient? On doit passer par des interprètes, c'est pas évident. Et je pense qu'au fur et à mesure, on affine nos questions, on pose des questions moins longues à l'interprète, on lui demande d'avoir des réponses plus courtes, etc., pour être plus proche de la réalité. Sinon, on a des données très très vagues et on ne connaît pas beaucoup quand même le patient. Pour rebondir sur la formation au savoir-être, je pense que toutes les méthodes évoquées sont complémentaires et qu'il y a sûrement différentes étapes à avoir. Je pense que faire participer un étudiant à une consultation d'annonce, c'est une des étapes. Ensuite, dans les facultés, il y a des enseignements comme des jeux de rôle qui mettent en situation des annonces. Ensuite, être présent quand l'étudiant fait lui-même devant le patient pour la première fois, parce qu'en effet, il y a toujours une première fois devant le patient, c'est une étape. Et entre le jeu de rôle et le moment où l'étudiant fait devant le patient, en fait, il y a, pareil, depuis peu, la simulation n'est plus réservée aux gestes techniques et la simulation au savoir-être existe. Et donc, je fais un retour d'expérience sur un enseignement auquel j'ai participé. Des acteurs des acteurs de théâtre, de cinéma ont été formés à jouer des patients. Et il y a eu une journée où les externes de l'Université de Paris sont venus à l'Hôtel Dieu dans des vraies salles de consultation, des vraies boxes de consultation. C'était sur un samedi pour que les boxes de consultation soient libres. Et ils devaient effectuer 2 consultations. Une première consultation qui était une consultation d'annonce et une deuxième consultation qui était une consultation de refus de prescription d'antibiotiques chez un patient qui souhaitait des antibiotiques. Et ces consultations avaient lieu avec des patients, des acteurs formés à être les patients et étaient suivis à chaque fois dans des briefings parce que les acteurs avaient également été formés à effectuer un débriefing avec les étudiants. Et donc, ça reproduisait exactement des conditions de consultation. Et donc, ça allait plus loin que le jeu de rôle où souvent les externes jouent entre eux. Et du coup, il peut y avoir des inhibitions ou des biais dans le déroulement du jeu de rôle. Et les externes je sais qu'ils adoraient ce genre d'enseignement et c'était généralement très, très riche. Et du coup, c'est des simulations, comme les simulations aux gestes techniques. D'ailleurs, ça rentre vraiment dans le même groupe d'enseignement, mais qui sont des simulations au savoir-être. Et ça se développe aussi de plus en plus dans les universités. Voilà, pardon. Je voudrais focaliser mon point de vue sur l'annonce, la consultation d'annonce. Je reste intimement persuadé
mais ça n'est pas corporatiste à la médecine générale, que c'est le médecin généraliste qui devrait, la plupart du temps, faire la consultation d'annonce après un bilan que lui-même a initié pour avoir suivi un patient pendant un certain temps et dire voilà, je vous oriente dans tel service pour telle chose, parce que j'ai vu des dégâts psychologiques faits par des jeunes chefs de clinique qui n'avaient jamais vu le patient, qui avaient pris le dossier, qui avaient annoncé de façon, on pourrait dire, violente, un diagnostic brutal et où le patient arrivait en larmes 2 jours après dans le cabinet en disant j'ai rien compris, j'ai rien, mais si c'est ça, il ne reste plus qu'à me suicider. Voilà, c'était tellement violent qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Allez, comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, j'étais enseignant maître de stage. Les consultations avec interne au cabinet, c'est génial parce que ça a toujours été génial. Mais c'est génial pour ça parce que là, on est dans le rapport justement de l'humain dans le soin, de l'humain dans l'annonce, de l'humain dans les soins palliatifs ultérieurs. Et je pense que c'est le centre du problème. Je conclus, il faut revaloriser la médecine générale. Mais ça, c'est un deuxième problème. Merci. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est dans ça, c'est que le médecin généraliste, il est forcément apte à contextualiser la problématique, alors que le médecin spécialiste… Il connaît le patient de A jusqu'à Z, ça. Il sait quel mot trouver, comment faire, il adapte son annonce à chaque personne. Ce n'est pas une consultation d'annonce avec des cases à cocher. Et j'ai eu un entretien, je prolonge 2 secondes, j'ai eu un entretien avec un de mes amis spécialistes, hépatogastro, non CHU, qui partait du principe que l'INCA, lui ayant donné la facilité de faire une annonce, c'était à lui de le faire parce qu'il avait des compétences techniques pour le faire. Je dis, je suis d'accord, tu as peut-être les compétences techniques, mais il te manque les compétences non techniques, le savoir-être vis-à-vis de comment se comporter vis-à-vis d'un patient qui n'a eu que 3-4 jours dans son service sur un aspect purement technique pur, compétence pure. Très bien la compétence technique, mais ça ne suffit pas. Donc je reviens toujours à ce discours que le médecin généraliste est au centre du problème et en particulier dans l'humain dans le soin, ce qui n'élimine pas évidemment l'humain dans le soin dans les hôpitaux. Je suis d'accord, d'où le collectif que je partage totalement. Mais c'était pour recentrer un petit peu cet aspect. Merci. Ça, c'est l'idéal. En tant que néphrologue, et je ne crois pas que Claire me contredira, on voit arriver des gens, alors d'abord des gens qui n'ont pas de médecin généraliste parce qu'il n'y en a pas. Alors, ce n'est pas simplement, moi je vis entre l'Île-de-France et la Normandie. En Normandie, c'est encore pire. Enfin, il y a pas de… J'espère que ça va changer petit à petit, mais les gens qui n'ont pas de médecin généraliste, il y en a des tas. Et en néphrologie, il y a 50% des dialyses qui commencent en urgence. Et donc, vous avez des gens qui, pour des raisons X ou Y, ne se sont pas fait suivre et qui arrivent, boum, parce que voilà, ils ont un symptôme, ils arrivent comme ça, on fait un bilan et on leur annonce de but en blanc que il va falloir les dialyser et que ça va probablement être définitif. Et donc, alors, je ne sais pas du tout comment c'est dans les autres spécialités. C'est peut-être différent, par exemple, en cancéro ou… Enfin, je ne sais pas, mais en néphrologie, disons, suivant les endroits, c'est entre 30 et 50% des patients qui arrivent comme ça. Et là, malheureusement, on peut s'appuyer sur personne, quoi, parce qu'ils n'ont pas de médecin. Et au mieux, on peut s'appuyer sur la famille. La famille, je suis tout à fait d'accord. Dans les jeux de rôle et enfin, dans les formations, il faut absolument faire que les jeunes soient confrontés à la problématique du patient et de sa famille, parce que c'est souvent un tout et en plus, c'est souvent une aide. Donc, c'est important. C'est ce que ça me fait penser à Thomas qui est anesthésiste
quand on avait présenté ces situations au colloque dernier, c'est vrai que la crise avait tout particulièrement montré cette dimension essentielle en réanimation des spécialités où comme ça, peut-être presque intuitivement, on pourrait imaginer que l'humain n'est pas essentiel, mais pourtant, pendant cette période très particulière, l'humain, il était isolé de son environnement et c'est quelque chose qui nous ont rapporté des anesthésistes réanimateurs, a été très difficile. C'est finalement de ne pas avoir les informations de l'entourage. C'était produire du soin qui était forcément insatisfaisant. Oriane, puis Renaud? Oui, je pense que dans cette réflexion, on parle d'humain au cœur du soin. Je trouve ça dommage d'opposer la médecine générale aux autres spécialités. Je pense que il me semble que cette question concerne tout le monde. Et donc, c'est aussi bien à l'hôpital qu'en ambulatoire, c'est aussi bien les médecins généralistes que les autres spécialistes, c'est aussi bien que les médecins que les soignants non médecins. Et en effet, je pense que cette question concerne vraiment tout le monde et je trouverais ça dommage de réserver cette compétence aux médecins généralistes. Je pense qu'on a la chance d'avoir été formés pour. Et je pense que dans l'activité de consultation, ça a sûrement une place prépondérante. Néanmoins, je suis convaincue qu'à l'hôpital et pour toutes les spécialités, ça intervient toujours à un moment et je pense que tout le monde devrait être sensibilisé à ça. Oui, je voulais réagir sur 2-3 choses que j'ai entendues. Sur la phrase « jamais la première fois sur un malade ». Alors, on comprend ce que ça veut dire. J'ai la même réserve que celle qui a été exprimée par certains d'entre vous, parce que on comprend bien ce que ça veut dire. Il faut s'entraîner à un geste technique, il y a de la technicité à avoir, etc. Mais ça comporte le risque de réduire la personne à son profil. Donc, elle a catégorisé et on s'est entraîné pour faire face à telle personne qui a tel profil. Et donc, dès lors qu'on s'est entraîné, et ben, voilà, on sait faire le geste, on sait faire un certain nombre de comportements en fonction de cette personne. Mais ça réduit le risque important, ça réduit la personne à son profil. Et une personne n'est pas que le profil qu'on a pu esquisser à un moment donné. Donc, c'est toujours une première fois sur les patients qu'on a à gérer. Hein. Donc, voilà. Et donc, l'analyse de pratique me semble beaucoup plus efficace. Et en plus, alors là, les serious games, il y a quelque chose qu'il faut en sciences sociales qui est bien établi, c'est que la connaissance, elle passe par l'engagement des corps. Elle passe pas par ce qui s'adresse directement à votre conscience réflexive, c'est de l'information, c'est pas de la connaissance. Pour donner un exemple un peu provocant, ça fait 30 ou 40 ans que on nous envoie des informations à notre conscience réflexive sur le fait qu'il y a une urgence climatique et que ça va vraiment pas. Ça nous a pas fait agir, ça produit pas de l'agir. Là, la pandémie, dès lors qu'on considère que c'est une première manifestation de dérèglement, etc., on l'a ressenti dans nos corps et là, peut-être que ça va produire de l'agir. Mais vous voyez, l'analyse de pratique en termes apportera beaucoup plus de connaissances que des choses virtuelles par serious game qui s'adressent qu'à la conscience réflexive. Et la troisième chose, c'est que je voulais aussi mettre en garde contre l'idée qui consisterait, je ne dis pas qu'elle est présente, mais systématiquement dans ce que j'ai entendu, mais voilà, c'est l'idée qui consisterait à dire bon, il y a un problème, on va concevoir une formation qui va répondre à ce problème. Bon, c'est pas parce qu'on a eu une formation à un moment donné. Je vais vous prendre un exemple. Je travaille avec un service d'anesthésiste sur l'utilisation des aides cognitives au bloc opératoire. Eh bien, bien que alors, ça a été notamment développé à Stanford et donc les anesthésistes là-bas, ils sont biberonnés à l'utilisation d'aides cognitives depuis qu'ils sont formés à être anesthésistes. Et ben, malgré tout, 50% d'eux n'utilisent pas d'aide cognitive en situation de crise alors que ça a été démontré que c'est plus performant. Donc, ils ont été formés. Ils ont été formés et reformés à l'utilisation d'aide cognitive, ils ne les utilisent pas. Il y a quelque chose d'autre qui se joue. Alors, si je vais jusqu'au bout de cet exemple, là, c'est juste l'hypothèse parce qu'on est au début de la recherche, mais c'est juste pour poser le problème. Et quand un anesthésiste
Bon, je ne vais pas le développer, ça prendrait trop de temps. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on identifie un problème, se dire on va régler ça par une formation, c'est une brique, mais c'est certainement pas, ça se réduit certainement pas à ça. Il y a des effets de système, il y a ce qui est valorisé dans les groupes, il y a ce qui est découragé, il y a l'identité professionnelle de chacun, il y a tout un tas de facteurs. Et ça, c'est le domaine vraiment des sciences sociales, hein, d'analyser tout ça. Mais ne pensons pas qu'on va bien former les gens et que insérer dans leur collectif de travail, ça va bien se passer parce qu'ils ont été bien formés. Ça ne marche jamais. Oui, mais c'est une brique, c'est vrai. C'est une petite brique, elle peut être indispensable, mais ce n'est qu'une petite brique. Mais juste, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Renaud, mais d'autant plus que j'ai été formateur et je sais bien que la réponse à la formation, c'est souvent une réponse d'ailleurs qui est donnée par l'institution et qui n'est pas forcément une demande. Et moi, je pense un article qu'avait fait Pascal Molinier, qui était très, très intéressante, sur, par exemple, la bientraitance, qui au fond, est souvent normative. Enfin, quand on regarde l'HAS, on développe des normes de bientraitance. Et elle avait dit, voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait enseigner, c'est ce qu'on appelle le travail prescrit. Voilà, on frappe à une porte avant d'entrer, on ne tutoie pas le malade. Enfin, vraiment que de la norme, quoi. Et puis elle disait, et puis après il y a le travail réel. Elle appelait ça le care, hein, le travail. Et par exemple, l'idée, c'est on frappe à la porte. Ben oui, mais si ça répond pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne tutoie pas. Oui, on vous voit, mais si la personne, depuis 5 ans, elle vous demande tous les matins de la tutoyer, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, toutes ces questions qui font que la formation, elle peut aider, mais que c'est dans la confrontation au réel, à ce qui résiste, hein, c'est bien ça le réel, c'est ce qui résiste, qu'on apprend quelque chose. Et que, si vous voulez, et moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, c'est qu'à un moment donné, on peut toujours essayer de retarder la confrontation, mais c'est la confrontation à l'humain qui est j'allais dire, le juge de paix, quoi. C'est là que ça se passe. C'est pas... Alors évidemment, on peut toujours entraîner les gens, on peut les aider. C'est pas, je suis pas contre. Hein. Voilà, qu'il y ait des normes de bientraitance, pourquoi pas. Mais il faut pas rêver. Enfin, je veux dire. Faut revenir quand même à la psychodynamique du travail, entre le travail prescrit et puis le travail réel. Ça me paraît quand même essentiel. Peut-être que pour avancer, Renaud, on pourrait voilà, peut-être encore avancer sur les propositions concrètes. Comme peut-être, oui, alors nous, ce qu'on avait pensé, oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole peut-être? Non, je croyais. Ce qu'on avait pensé d'abord, c'est d'avoir un rythme mensuel, donc une réunion comme ça tous les mois. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir du mix, du présentiel pour ceux qui peuvent et puis par Zoom pour les autres. Donc, on est en train de voir voilà, quelle salle on pourra utiliser pour faire ça. Alors, parmi les activités auxquelles on avait pensé, il y a alors je vais peut-être redire en partie ce qu'a dit Claire, mais je vais compléter avec d'autres idées qu'on a eues. Donc, avoir des intervenants. Alors, on a contacté tout un tas d'intervenants. On attend la réponse avant de les annoncer, mais des gens voilà, qui partageront leurs réflexions épistémologiques, philosophiques ou autres sur ces sujets. Il y a certains d'entre nous, vraisemblablement, qui ont expérimenté des pratiques innovantes et ça sera intéressant de pouvoir les partager, d'en discuter. Alors, je sais pas, enfin, à voir en fonction des gens qui veulent intervenir. On pourra aussi réfléchir à partir de présentations de projets de recherche dans ce domaine-là qui sont menés. Moi, je vous présenterai bien au moins 2 des projets que j'ai en cours. Donc, un sur le vécu de l'accouchement, mais qui est vraiment au cœur des problématiques qu'on a évoquées, et un autre sur la gestion de crise au bloc opératoire. Donc, c'est les compétences non techniques des anesthésistes, des chirurgiens, etc. Donc voilà, faire des récits, enfin, vous présenter où est-ce qu'on en est et puis réfléchir collectivement, enfin voilà, que ce soit la base de discussion qu'on peut avoir. Claire avait mentionné les groupes d'accompagnement des internes. Effectivement, moi je trouve que il y a tous ces internes qui font des mini-thèses, mais dès lors que le sujet rentre dans nos problématiques, eh ben, on peut les aider, on peut les accompagner, on peut réfléchir collectivement. Je trouve que c'est vraiment très bien. Moi, je pense qu'aussi, il peut être très intéressant de faire intervenir des artistes qui pourront partager leur sensibilité, la façon dont ils voient la relation de soins ou
ce qu'ils font. Moi, par exemple, dans le vécu de l'accouchement, je suis en contact avec un collectif de photographes qui photographient les femmes qui accouchent et qui ont une sensibilité particulière et qui nous font voir les choses un peu différemment. Et je pense que c'est vraiment de nature à nous faire avancer dans la réflexion. Et puis, il y a aussi des choses en fonction, on verra bien, mais un peu plus classiques, mais on peut, dès lors que certains d'entre nous ont envie sont intéressés, rédiger des communications, des articles, pour les présenter à des conférences, voire même organiser un colloque, ou moins ambitieux, s'insérer dans des colloques existants avec une thématique, une track, je ne sais pas comment on dit, spécifique, insérée dans un colloque existant. Voilà. Donc, mais en fait, ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que ce collectif, il fera ce que ses membres souhaitent. Donc, ce ne sont que des idées. On va vous les proposer, mais n'hésitez pas aussi à être pourvoyeurs d'autres idées. Hein. C'est vrai qu'il y a cette dimension collective et je pense en effet, il y a plein de choses à inventer qui viendront des personnes. Je pense là actuellement, parce qu'on est sensibilisé à des situations un peu difficiles dans l'hôpital, mais quand même, il y a cette thématique qui me semble importante, c'est la place de l'humain dans les organisations de soins, dans cette dimension finalement d'identifier, justement avec les sciences sociales et humaines peut-être, dans quelle mesure il y a un véritable impact sur la dimension de l'organisation. Et à partir de là, peut-être travailler plus efficacement, parce qu'on a quand même beaucoup de témoignages très investis, qui travaillent bien, qui sont mobilisés, qui veulent même avoir une progression de carrière. Et finalement, quand on se retrouve dans une situation d'un management toxique, eh ben, il n'y a plus de possibilités. Donc, pour l'institution et pour tout le monde, enfin, on se retrouve dans une situation de gâchis autour des différentes personnes, que ce soit dans l'hôpital. Là, il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant aussi. Et peut-être, en effet, pour aider les autres, c'est ça aussi l'esprit du collectif, c'est de témoigner, de partager et de trouver des solutions ensemble pour faire face à ces réalités qui sont quand même parfois très, très délétères, enfin, à nouveau pour tout le monde. Et de retourner les choses pour essayer d'aligner à nouveau tous ces intérêts, l'intérêt de la relation de soins, l'intérêt des professionnels, des institutions. On avait fixé une date, Renaud, hein, pour la prochaine réunion. Et je crois qu'on avait dit que c'était… on n'entend pas. C'était un mardi. On ne t'entend pas, Renaud. Ah, Renaud, il faut… Ah, pardon, je crois que c'est le 23. Voilà. Oui, moi, j'ai noté le 23 novembre pour notre prochaine réunion. Et on va essayer donc d'avoir une salle pour ceux qui peuvent se joindre en présentiel et peut-être pour cette première fois inviter un intervenant pour… voilà. Donc, on vous dit pas encore, mais on a beaucoup de pistes de gens passionnants qui pourraient intervenir. Je disais aussi le mot qu'a laissé Thomas Bognon et bon, alors, ce qu'il faudrait aussi, c'est avoir des patients, ou des gens qui ont eu des expériences de soins aussi, qui pourraient partager avec nous. Ça serait très intéressant. Et je pense qu'effectivement, un des enjeux plus général, mais c'est vraiment l'intégration des sciences humaines et du domaine de la santé qui est vraiment dominé par les sciences dures. Et c'est ces apports réciproques qui peuvent être, à mon avis, extrêmement fertiles, quoi. En effet, c'est cette idée des choses concrètes, peut-être là où, en effet, à nouveau, hein, il y a beaucoup de choses autour de l'humain dans le soin. Bien sûr, facteur humain dont on fait partie. Il y a beaucoup de collectifs qui existent. Donc, il ne s'agit pas de rajouter quelque chose qui serait peut-être déconnecté du reste. Enfin, bien sûr, tout ça se réunit et
voilà, peut-être à nouveau, on est vraiment dans quelque chose de très concret où une construction à partir des acteurs qui sont au cœur du soin, dans toutes les acceptions du terme.